Notre système solaire nous semble immuable. Le Soleil au centre, les planètes qui tournent autour, la Lune qui veille sur nous chaque nuit, tout est en place depuis des milliards d'années. Tout paraît évident. Mais qu'est-ce qui se passerait si on changeait les pièces du puzzle? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Une série d'expériences de pensée où on prend notre système solaire et où on remplace ses éléments un par un pour voir ce qui se passe. Commençons par notre voisine la plus proche, la Lune. On la connaît tellement bien qu'on en oublie son importance. Elle stabilise l'axe de rotation de la Terre, elle contrôle les marées, elle influence même certains cycles biologiques. Maintenant, imaginez que Saturne prenne sa place. Cette géante gazeuse avec ses anneaux occuperait une partie immense du ciel. Magnifique à regarder, mais ses effets gravitationnels seraient dévastateurs. Marées monstrueuses, séismes, atmosphère bouleversée. Et ce n'est qu'un scénario. Si on remplaçait la Lune par d'autres planètes de notre système solaire, chaque choix créerait une réalité différente. Mars, plus petite et rocheuse, transformerait nos nuits. Jupiter remplirait l'horizon et déchirerait probablement la Terre par sa seule gravité. Mais on peut aller plus loin. Au lieu de remplacer la Lune par une planète, et si on l'échangeait avec une autre Lune? Titan, la lune de Saturne, avec sa propre atmosphère épaisse. Europe, la lune glacée de Jupiter, qui cache un océan sous sa croûte. Ou Ganymède, la plus grande lune du système solaire. Chacune aurait des conséquences uniques sur notre planète. Puis, on s'attaque au cœur du système, le Soleil lui-même. C'est lui qui rend tout possible. Sa taille, sa masse, sa température sont parfaites pour la vie. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il changeait soudainement? S'il devenait plus chaud, plus froid, plus grand, plus petit? Les conséquences seraient ressenties en quelques minutes. Et on peut pousser le scénario encore plus loin. Et si on remplaçait carrément notre Soleil par une autre étoile? Ou par les étoiles autour desquelles orbitent des exoplanètes connues? Chaque type d'étoile, chaque combinaison, donnerait un système solaire complètement différent. Et la plupart de ces alternatives seraient incompatibles avec la vie telle qu'on la connaît. C'est ça qui rend ces expériences de pensée fascinantes. Elles nous forcent à réaliser à quel point notre système solaire est précisément calibré. Chaque élément à la bonne distance, de la bonne taille, de la bonne masse. Un équilibre fragile qui rend notre existence possible. Aujourd'hui, on explore tous ces scénarios alternatifs pour mesurer, par contraste, à quel point ce qu'on a est précieux. Une énorme géante gazeuse apparaît tout d'un coup dans le ciel. Vous levez les yeux émerveillés. C'est magnifique et terrifiant. À la seconde où Saturne remplacerait notre Lune dans son orbite, la Terre cesserait tout aussi soudainement d'être une planète. Elle deviendrait une Lune. Oui, les scientifiques devraient reclasser notre monde. Enfin, à condition qu'un chercheur ou même un seul être humain survive à ce changement planétaire. Car les jours de la Terre seraient alors comptés. Voici les premières minutes de la transformation de notre globe en satellite naturel de cette gigantesque gazeuse. Mais avant de voir ce qui se passe quand Saturne capture notre planète natale avec son attraction gravitationnelle impitoyable, parlons de la taille impressionnante de ce mastodonte. Notre Lune a un rayon de 1740 km. C'est moins d'un tiers de la largeur du globe. Et elle orbite autour de notre planète à une distance d'environ 384 400 km. Pour vous donner une idée, on pourrait placer environ 30 autres terres entre nous et la Lune. S'étendant jusqu'aux confins de l'horizon. Son échelle est démesurée. Les anneaux de cette géante s'étendent sur 282 000 km à partir de sa surface. Ils se rapprochent donc de nous, avec leur extrémité se trouvant à mi-chemin entre la Terre et l'endroit où se trouvait autrefois la Lune.
Mais notre planète serait située autour de l'équateur de Saturne. Vous ne verriez donc pas ces anneaux majestueux tels que vous le voyez de l'espace. Au contraire, depuis la surface terrestre, ils ressembleraient simplement à une fine bande. Car malgré leur incroyable largeur, ils ne font effectivement qu'environ 10 mètres d'épaisseur. Et ce n'est pas parce que Saturne est une géante gazeuse composée principalement d'hydrogène et d'hélium qu'elle est légère et cotonneuse. Non, c'est la deuxième planète la plus massive de notre système solaire. Elle est gigantesque et lourde. Elle est environ 95 fois plus massive que la Terre. Et rappelez-vous que la planète bleue est 81 fois plus massive que la Lune. Donc, d'après mes calculs, cela rendrait Saturne 7700 fois plus massive que la Lune. Et bien sûr, vous savez ce que possèdent les objets massifs, pas vrai? Une énorme force gravitationnelle. Oui, dès que Saturne apparaîtrait dans le ciel, elle commencerait à attirer notre globe vers elle. Tout comme la Lune attire les océans terrestres et provoque les marées, Saturne ferait de même. Mais à une échelle difficilement imaginable. L'attraction gravitationnelle serait des milliers de fois supérieure à celle à laquelle nous sommes habitués. Ces forces de marée extrêmes créeraient d'énormes renflements dans les océans et les mers. Les marées se retireraient vers le large comme des torrents déchaînés, puis reviendraient sous forme de vagues de plusieurs centaines de mètres de haut. Les navires seraient alors d'abord échoués sur les fonds marins, avant d'être écrasés par le retour des eaux. Les villes côtières seraient submergées et décimées. Et ces forces gravitationnelles n'agiraient pas seulement sur les étendues d'eau, elles le feraient aussi sur les continents. La surface de notre monde peut sembler solide, mais elle est en réalité assez fragile face aux forces planétaires. Chaque ligne de faille serait soumise à des contraintes dépassant son point de rupture. Vous devriez fuir les tremblements de terre qui se propageraient partout et les éruptions volcaniques qui rejetteraient des cendres et des gaz toxiques dans l'atmosphère. Il y aurait des méga-tsunamis et des méga-séismes. Les villes seraient secouées jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que des décombres. Et s'il y avait encore des services d'urgence après ça, aucune aide ne viendra. Les routes seraient impraticables. Donc si vous vous retrouviez coincé quelque part au milieu d'un tremblement de terre, ce serait la fin. Personne ne viendrait vous sauver. Mais nous n'allons pas nous débarrasser de vous aussi facilement. D'une manière ou d'une autre, vous survivrez au chaos initial, juste assez longtemps pour que vous puissiez assister à la transformation de la Terre, qui passera de notre planète stable et familière à la Lune instable d'un géant envahisseur. Dans les premières minutes suivant le remplacement de notre satellite naturel par Saturne, toutes ces éruptions et ces méga-tsunamis mettraient la Terre en pièces. Alors, profitez de la vue si vous le pouvez, car les choses vont devenir encore plus dingues et plus mortelles. À cause de l'énorme masse de Saturne, la Terre commencerait immédiatement à être éloignée de sa trajectoire habituelle. Et comme je l'ai déjà dit, elle ne serait plus une planète, elle deviendrait une lune de Saturne. Elle changerait lentement de trajectoire et tomberait en orbite autour de la géante gazeuse. Mais elle ne serait pas une des lunes ordinaires de Saturne, comme Titan. Non, la Terre serait prise dans une spirale mortelle, attirée de plus en plus près de l'immense planète. Et en parlant des satellites naturels de Saturne, vous voyez ce rocher gris qui grandit dans le ciel? C'est Dionée. Et oui, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Cet objet céleste n'est pas à prendre à la légère. C'est la 4e plus grande lune de Saturne, et elle orbite à peu près à la même distance que la Lune gravite autour de notre globe. Et n'espérez pas avoir une pause dans cet épisode. Dionée est sur une trajectoire de collision avec la Terre. Oui, ce satellite naturel est environ 3 fois plus petit que le nôtre. Mais c'est tout de même un rocher assez gros qui est sur le point de frapper notre planète. Vous vous souvenez de l'astéroïde de Chicxulub qui a anéanti les plus grands animaux qui aient jamais parcouru notre globe? Oui, ce tueur de dinosaures mesurait environ 10 km de diamètre. Eh bien, Dionée est 100 fois plus grand. Se faire percuter par ce gros bloc ferait mal. Vraiment très mal.
Au début, vous ne remarqueriez qu'une nouvelle lune se levait. Elle semblerait petite et insignifiante, mais elle grandirait rapidement. Ça signifie qu'elle se rapprocherait de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle atteigne finalement l'atmosphère riche en oxygène de la Terre et s'embrase en une énorme boule de feu. Notre ciel tout entier serait en flammes. Et en tombant vers notre planète, Dionée prendrait de la vitesse. Sa vélocité orbitale normale de 10 km/s augmenterait, accélérée par l'attraction gravitationnelle terrestre. Cette lune rocheuse dense, d'un diamètre de 1120 km, frapperait la surface du globe et creuserait un trou profond dans sa croûte, créant instantanément un cratère de lave de la taille d'un pays. Au moment de l'impact, l'énergie libérée enverrait une onde de choc ardente qui balayerait la Terre à des milliers de kilomètres à l'heure, incinérant tout sur son passage. Des séismes se propageraient dans le monde entier à partir du cratère d'impact, rasant les villes, les forêts et même les chaînes de montagnes. Le contre-coup du choc projetterait une éclaboussure de magma en fusion dans le ciel, qui retomberait sur Terre sous forme de pluie de lave brûlante. Si l'impact se produisait à l'angle et à la vitesse appropriée, cette goutte de roche en fusion serait propulsée en orbite pour devenir une autre lune. Mais elle tournerait autour d'une Terre très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et cette nouvelle version de notre planète serait une boule ardente et inhabitable recouverte d'océans de magma incandescent. Chaque être vivant serait exterminé. La surface de la Terre serait stérilisée. Seules quelques bactéries extrêmement résistantes vivant dans les panaches volcaniques chauds au fond de l'océan pourraient survivre. Et même dans ce cas, seulement pour une courte période. Sinon, toute vie disparaîtrait. Mais attendez, et si on parlait de la bonne nouvelle ? Enfin, tout dépend de votre définition de bonne nouvelle. Mais au moins, la Terre serait à l'abri de la plupart des autres satellites naturels de Saturne, en particulier de la plus grande, Titan. Titan orbite autour de la géante gazeuse à une distance de 1 221 830 km, soit 3 fois la distance qui sépare notre Lune de notre globe. Donc, si Saturne devenait notre nouvelle Lune, Titan serait toujours assez loin dans l'espace. Ce qui est une chance, car ce satellite est 5 fois plus grand que Dionée, mais aussi que notre Lune. Une collision avec Titan serait un vrai game over planétaire pour nous. Mais que se passerait-il si la Terre réussissait à dépasser Dionée et à poursuivre sa route vers Saturne ? Eh bien, le reste du voyage ne serait pas vraiment de tout repos. Nous nous dirigerions vers une catastrophe sans précédent pour la Terre. Dans le cas improbable où vous seriez encore en vie, vous verriez Saturne devenir de plus en plus grande dans le ciel, occultant tout le reste. Quel spectacle! Mais ce n'est pas parce que nous avons réussi à éviter une lune que nous sommes hors de danger. Saturne compte 274 satellites naturels confirmés dans son orbite, plus que toute autre planète. Certains, comme Titan, sont plus grands que Mercure, mais d'autres ne mesurent que 20 km de diamètre, comme Pan. Par chance, si Saturne remplaçait notre Lune, il ne resterait que 11 de ses corps célestes entre la géante gazeuse et nous. La Terre dériverait effectivement à travers un parcours d'obstacles. Mais la bonne chose est que la plupart de ces lunes sont petites et un impact ne serait que légèrement catastrophique. Mais au moment où la Terre passerait le cap des 300 000 km de Saturne, nous risquerions de percuter Téthys, sa 5e plus grande lune. Une collision avec elle serait similaire à une collision avec Dionée et tout aussi destructrice. Même si nous réussissions à simplement frôler Téthys, notre globe serait secoué par de nouvelles forces de marée encore plus dévastatrices. Un passage à proximité provoquerait le déferlement de ce qui resterait de nos océans. Des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut s'abattraient sur les côtes. À 180 000 km de distance,
nous nous rapprocherions d'une autre lune de Saturne, Mimas. Elle est plus petite, avec un diamètre d'à peine 392 km. Un impact ou un simple frottement avec Mimas agiterait davantage notre atmosphère et oppresserait la surface. Elle pourrait même arracher une bande de l'atmosphère en passant. Il est difficile d'envisager que quelqu'un soit encore en vie à la surface de la Terre à ce stade. Destruction mécanique causée par les séismes, avec la croûte terrestre soumise à des contraintes et la force gravitationnelle croissante de Saturne, aurait rasé toutes les structures, créé de nouvelles chaînes de montagnes en quelques minutes et transformé nos mers en eau bouillante. Un objet en orbite dans l'espace aurait peut-être une petite opportunité de survivre à tout cet épisode. Comme les astronautes piégés dans la Station spatiale internationale, entraînés dans cette aventure. S'ils avaient la chance d'éviter d'être écrasés par une lune qui passe ou projetés dans l'espace par les forces gravitationnelles, ils seraient les seuls humains à pouvoir assister à cet événement planétaire sans précédent. Imaginez regarder par le hublot de votre station spatiale et voir les anneaux de Saturne se rapprocher de plus en plus. Puis tout à coup, vous vous retrouvez à l'intérieur. De loin, ces disques semblent sublimes et aériens. Mais en réalité, la Terre traverserait des milliards de morceaux de glace et de roches, certains de la taille d'un grain de poussière, d'autres aussi gros que des rochers. Au moment où les fragments des anneaux commenceraient à entrer en contact avec l'atmosphère terrestre, ils s'embraseraient et se transformeraient en météores enflammés. Mais à la surface du globe, il ne resterait plus personne pour observer la pluie de boules de feu la plus spectaculaire jamais vue. De loin, on aurait l'impression que notre monde est une gomme géante effaçant des portions d'anneaux de sa taille. La Terre balayerait d'énormes quantités de débris et en projetterait d'autres hors de leur orbite, laissant derrière elle une traînée de poussière, de roches et de glace. À ce stade, même une station spatiale qui aurait survécu serait pulvérisée, frappée par des milliers de morceaux gelés lors de son passage à travers les anneaux. Aucune construction humaine destinée à l'exploration cosmique ne pourrait y faire face. À environ une distance de 120 000 km, la trajectoire de notre sphère commencerait à ressembler à une véritable orbite. Sous l'effet de l'immense force gravitationnelle de Saturne, elle tournerait autour de l'énorme boule de gaz. Elle plongerait alors dans l'obscurité pendant des heures, à cause de l'immense ombre de la planète gazeuse. Mais cette orbite confortable ne durerait pas très longtemps. Environ 3 jours après le début de ce cauchemar, la Terre serait à 71 000 km de la deuxième géante du système solaire. Et elle serait confrontée à une force encore plus grande que celle qui l'aurait fait s'écraser sur les anneaux ou entrer en collision avec l'une de ses lunes. Elle atteindrait alors sa limite de roche avec Saturne. La limite de roche est la zone où les effets gravitationnels et de marée d'un objet de grande taille sont suffisamment puissants pour surmonter les forces gravitationnelles qui maintiennent ensemble un objet plus petit. Dans ce cas, la gravité de Saturne contre celle de la Terre ne serait pas vraiment un combat équitable. La première est vraiment plus énorme que la deuxième. Comme nous l'avons dit au début, elle est 95 fois plus massive. Les forces gravitationnelles qui maintiennent le globe dans sa forme sphérique ne pourraient pas résister à la puissance de gravité de Saturne, qui tirerait sur le côté de la Terre lui faisant face. À ce stade, si proche de la planète titanesque, notre monde serait littéralement déchiré. Quelques heures après avoir passé sa limite de roche, la Terre serait fragmentée en 1 milliard de débris spatiaux flottants. Certains d'entre eux pourraient s'agglutiner sous forme de nouveaux corps plus petits. Mais la plupart se disperseraient et se transformeraient en une fine bande de fragments rocheux en orbite autour de Saturne. Ça vous semble familier ? Oui, la Terre finirait par devenir un autre de ces anneaux majestueux. C'est d'ailleurs ainsi que nous théorisons la formation de ces cercles, comme des vestiges de petites lunes ou d'astéroïdes déchirés en franchissant leur propre limite de roche avec la géante gazeuse. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, des formes de vie intelligentes provenant d'un autre système solaire arriveront dans le nôtre et s'interrogeront sur le mystère d'une
tout nouvel anneau de Saturne. Et maintenant, par quoi d'autre pourrions-nous remplacer notre satellite naturel ? Aujourd'hui, nous allons rapprocher des exoplanètes lointaines un peu plus près de chez nous. Mais à quel point ? Eh bien, nous les déplaçons directement dans notre système solaire. Nous allons commencer par TRAPPIST-1e. TRAPPIST-1e est une planète tellurique, légèrement plus petite que la Terre. Dans son système stellaire, à 41 années-lumière de nous, ce monde orbite extrêmement près de son étoile. Mais ce n'est pas grave, car elle est minuscule. Oui, TRAPPIST-1, c'est le nom de l'étoile, est plus petite, plus rouge et bien moins chaude que notre Soleil. Elle est classée comme une étoile naine ultra froide. Sympa. La distance entre TRAPPIST-1e et son corps céleste ne représente qu'environ 3% de la distance entre la Terre et le Soleil. Et pourtant, cette exoplanète se situe toujours dans la zone habitable de son petit astre. Alors, quand nous avons décidé à quelle place mettre TRAPPIST-1e dans notre système solaire, nous nous sommes dit que la rapprocher au maximum du Soleil serait une excellente idée. Mais pas à la même distance que celle à laquelle elle orbite actuellement autour de sa propre étoile. Car à 0,03 unités astronomiques, notre Soleil carboniserait ce globe comme une tranche de pain brûlé. Non, à la place, nous allons trouver un endroit confortable pour TRAPPIST-1e dans l'orbite de Mercure. L'orbite de Mercure est à environ 0,4 unités astronomiques du Soleil, ce qui signifie que TRAPPIST-1e graviterait autour du Soleil à une distance 13 fois plus éloignée que celle à laquelle elle orbitait autour de sa propre étoile dans son système stellaire. Mais le Soleil est plus grand et bien plus chaud que TRAPPIST-1. Alors même à cette distance, TRAPPIST-1 recevrait beaucoup plus de lumière solaire. La température à sa surface atteindrait des niveaux extrêmes et la chaleur ne tarderait pas à se faire sentir. Cette planète extrasolaire deviendrait brûlante en une poignée de jours. Et après quelques années, toute l'eau s'y trouvant s'évaporerait. Donc en termes d'habitabilité, c'est une très mauvaise nouvelle pour TRAPPIST-1e. Au sujet d'habitabilité justement, dans son système stellaire d'origine, cette exoplanète est la plus prometteuse de toutes ses semblables qui l'entourent. Oui, elle a 6 voisines rocheuses. Certaines de ces planètes sont brûlantes, bien trop chaudes pour y abriter la vie. Et d'autres sont gelées. Mais TRAPPIST-1e, elle, est plutôt géniale. Elle se trouve pile dans la zone habitable, elle a une atmosphère, des reliefs, des lacs et des océans. Elle a même une gravité similaire à celle de notre monde. Elle est donc sans aucun doute notre meilleure candidate pour devenir la Terre 2.0. Ou plutôt, elle l'était, avant que nous la déplacions dans l'orbite de Mercure. Maintenant, tout espoir d'en faire notre refuge loin de notre globe s'est envolé. Ce qui est cool, c'est que là où elle se situe désormais, on pourrait la voir depuis chez nous. Bon, ce serait un point dans le ciel, mais un point plus grand et plus brillant que Mercure. Même sans télescope, elle apparaîtrait comme une étoile brillante. L'autre bonne chose est que le fait de placer une exoplanète 2,4 fois plus grande que Mercure sur cette orbite n'entraînerait pas de dommages gravitationnels importants pour notre système solaire. Elle pourrait légèrement pousser Vénus, mais cela prendrait des milliers d'années. Bref, cette situation est une mauvaise nouvelle pour TRAPPIST-1e, mais pas tant que ça pour vous sur Terre. Et puis, maintenant qu'elle est si proche, vous pourriez enfin y atterrir. Ou plutôt, vous poser sur ce qui reste de son sol autrefois potentiellement habitable. Bon, pour rendre les choses un peu plus équitables pour TRAPPIST-1e, nous devrions la placer plus près de l'orbite terrestre, par exemple dans la ceinture d'astéroïdes. Cette formation est la région de l'espace située entre Mars et Jupiter, et elle contient des millions d'astéroïdes. Mais contrairement à ce que l'on peut voir dans Star Wars l'Empire contre-attaque, ces astéroïdes ne sont pas très proches les uns des autres. La distance moyenne entre eux est d'environ 1 million de kilomètres. Autant dire qu'il y a largement assez de place pour notre nouvelle arrivante.
mais la ceinture d'astéroïdes est 2,5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. À cette position, TRAPPIST 1e ne jouirait donc que de 16% de la lumière solaire que nous recevons ici. Encore une fois, c'est une mauvaise nouvelle pour cette exoplanète. Elle perdrait rapidement toute sa chaleur et se transformerait en un désert gelé. Toute son eau serait alors transformée en glace. À ce stade, ce ne serait plus une Terre 2.0, mais une nouvelle Mars. Si TRAPPIST 1e abritait la moindre forme de vie, elle serait anéantie. À moins que cette vie ne se trouve sous la surface et puisse s'adapter à ce changement climatique soudain. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes pour notre système solaire. Une planète presque aussi grande que notre globe dans la ceinture d'astéroïdes ne serait pas une bonne chose pour vous. Bon, au début, tout continuerait comme avant, mais au fil de millions d'années, TRAPPIST 1e ferait sortir les astéroïdes de leur trajectoire. Son effet gravitationnel augmenterait alors, et à long terme, il finirait par perturber les orbites de Mars et de la Terre. Pire encore, il pourrait commencer à affecter l'orbite de Jupiter. Et quand cette géante gazeuse change de trajectoire, eh bien, c'est tout le système solaire qui est en danger. Oui, même un léger déplacement de Jupiter aurait des répercussions sur toutes les planètes intérieures. Ce changement pourrait même envoyer Mercure s'écraser sur le Soleil. Mais ce phénomène prendrait des milliards d'années, donc rien à craindre pour l'instant. D'accord, il est clair que TRAPPIST 1e n'aurait aucune chance dans l'une ou l'autre de ses orbites, et la placer trop près de la Terre serait dangereux pour nous. Alors, essayons de déplacer une autre exoplanète, Kepler 442b, dans l'un de nos espaces inoccupés. Kepler 442b est un poids lourd parmi les planètes rocheuses. Elle fait 1,3 fois la taille de notre monde et affiche 2,3 fois sa masse. C'est un peu comme une Terre sous stéroïdes, ou, comme l'appellent les scientifiques, une super-Terre. À un moment donné, elle orbite autour de son étoile naine orange et froide à 1200 années-lumière, sans se douter de rien. Et l'instant d'après, elle est téléportée dans notre système solaire. Mais où va-t-on la mettre ? Eh bien, dans son propre système stellaire, où elle est la seule et unique planète rocheuse, elle gravite dans la zone habitable de son étoile. Mais ce corps céleste plasmatique, Kepler 442, est une étoile de type K, plus froide et moins lumineuse que notre Soleil, qui est lui de type G. Résultat, sa zone habitable est donc beaucoup plus proche. Si nous échangions notre Soleil avec Kepler 442, Mercure se trouverait dans la zone habitable et Vénus juste à l'extérieur. Mais nous ne remplaçons pas le Soleil. Nous mettons simplement Kepler 442b à environ 0,5 unités astronomiques de lui. Oui, un peu plus près de Mercure que de Vénus. Ce qui ne se trouve plus dans la zone habitable du Soleil et qui signifie que les choses vont bientôt se réchauffer pour Kepler 442b. Cela étant dit, ce qui différencie cette exoplanète de TRAPPIST 1e, c'est qu'elle a une plus forte gravité. Elle se battrait donc pour conserver son atmosphère. Nous pensons effectivement que Kepler 442b est une excellente candidate pour un monde habitable. Elle est plus grande que la Terre, il y aura donc davantage de surface exploitable. Mais, soyons honnêtes, nous n'allons jamais parcourir 1200 années-lumière pour nous y installer. Et en la plaçant ici, si proche du Soleil, elle ne serait pas une destination tropicale. Il y ferait une chaleur infernale. Ses océans s'évaporeraient, mais son atmosphère, lui, resterait. Et c'est une mauvaise chose, car au lieu d'une super-Terre, Kepler 442b deviendrait une super Vénus. Oui, toute cette vapeur provenant de l'évaporisation rendrait son atmosphère déjà épaisse encore plus dense. Et exactement comme Vénus emprisonne la chaleur à sa surface, Kepler 442b en ferait de même. Sauf qu'elle est presque 3 fois plus massive que Vénus. Sa forte gravité de surface retiendrait l'atmosphère épaisse. Et après des années de suffocation intense, cette enveloppe pourrait devenir encore plus dense. Si les gaz à effet de serre entraient en jeu,
cette planète pourrait finir par être pire que Vénus. Autant dire que vous ne voudriez certainement jamais y poser le pied. Et finalement, vous ne pourriez peut-être pas y atterrir, car la présence d'une toute nouvelle super-Terre dans le système solaire interne bouleverserait l'équilibre. Au début, tout se ferait lentement et vous ne remarqueriez rien. Mais, après quelques milliers d'années, la présence gravitationnelle de Kepler 442b déplacerait les orbites de Mercure, Vénus, notre Terre et Mars. Au bout de millions d'années, cette nouvelle arrivante pourrait même éjecter ses voisines de leur trajectoire et les faire entrer en collision les unes avec les autres. Et pendant que ce chaos orbital se déroulerait, les choses changeraient aussi sur notre globe. Avec une orbite instable, la Terre aurait un climat instable. Et si nous étions sur une trajectoire de collision avec Mars, Vénus ou même Kepler 442b, eh bien, ce serait la fin de notre monde. Mais ces événements prendraient au moins 1 million d'années. Vous ne verriez aucune collision planétaire de votre vivant. Alors, voyons encore plus grand et déplaçons une sphère 5,5 fois plus massive que la Terre. C'est là qu'intervient OGLE 2005 BLG 390 LB. Cette exoplanète est incroyablement froide et très éloignée. Oui, OGLE 2005 BLG 390 LB, que nous appellerons OGLE, pour faire court, se trouve à 21 526 années-lumière. OGLE orbite autour de son étoile à une distance de 2,6 unités astronomiques. Si elle se trouvait dans notre système solaire, elle serait située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Nous ne savons même pas autour de quel type d'étoile cette planète gravite, car elle est tout simplement trop faible et trop éloignée. Mais elle doit être froide, car OGLE est un monde gelé. Il y fait plus froid que tout ce que nous connaissons dans notre système solaire. La température à la surface d'OGLE n'est effectivement que de 50 Kelvin, soit moins 223 degrés Celsius. Ça caille. Et comme nous avons découvert cette sphère grâce à la méthode de micro-lentilles gravitationnelles, nous ne savons même pas quelle est sa taille. Vous voyez, un télescope spatial comme celui de Kepler découvre les planètes grâce à la méthode des transits. Il observe la lumière bloquée par une exoplanète passant devant son étoile. La micro-lentille gravitationnelle fonctionne différemment. Elle mesure la minuscule courbure et l'agrandissement de la lumière provenant d'une étoile plus éloignée. Cette torsion est causée par la gravité d'une planète lorsque son étoile hôte passe devant elle. Donc, techniquement, nous ne voyons pas la planète. Nous savons simplement qu'elle est là, influençant par sa gravité la lumière émise par son étoile. Ce qui signifie que OGLE pourrait être une super-Terre, mais aussi une mini-Neptune. Pour les besoins de cette expérience, imaginons OGLE comme une grande rocheuse glaciale. Bon, si nous déplacions cette planète dans notre système solaire, pile dans la ceinture d'astéroïdes, ce serait un changement radical pour elle. La ceinture d'astéroïdes reçoit environ 16% de la lumière solaire que reçoit la Terre, ce qui est beaucoup par rapport à ce qu'OGLE bénéficie dans son système d'origine. Mais ce serait toujours insuffisant, enfin, du moins au début. Sa surface resterait profondément gelée, puis elle se réchaufferait jusqu'à environ moins de 100 degrés. Et plus cette exoplanète resterait longtemps dans notre système solaire et recevrait la chaleur du Soleil, plus elle se réchaufferait lentement. La glace à sa surface se sublimerait partiellement, créant une atmosphère ou augmentant celle qu'elle possède déjà, si c'est le cas. Malgré tout, il y ferait toujours bien trop froid pour que nous puissions y poser le pied. Donc nous enverrions probablement des sondes et des rovers pour explorer la surface de ce monde glacé. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une petite planète légère comme TRAPPIST-1e. OGLE est massive, 5,5 fois plus lourde que la Terre. Elle pourrait être extrêmement dense et avoir une forte attraction gravitationnelle. En quelques millions d'années, elle provoquerait la désintégration de la ceinture principale. Les astéroïdes seraient éjectés de leur orbite et projetés vers l'intérieur en faisant des spirales vers le Soleil.
Certains d'entre eux feraient des détours près de Mars et de la Terre. Les bulletins météo quotidiens ici nous annonceraient alors un soleil radieux, des vents solaires légers et 70% de chances d'une collision catastrophique avec un astéroïde. La ceinture principale compte des millions d'astéroïdes, dont au moins 1 million ont un diamètre minimum de 1 km. La situation deviendrait donc rapidement catastrophique. Finalement, après des dizaines de millions d'années, OGLE déstabiliserait Mars. Et une fois l'orbite martienne déplacée, la Terre serait la prochaine sur la liste. Et si l'humanité parvenait d'une manière ou d'une autre à survivre pendant des dizaines de millions d'années, un astéroïde géant pourrait nous anéantir, tout comme les dinosaures. Mais les choses empireraient encore plus vite si nous placions une super Saturne colossale en orbite autour du Soleil. Voici J1407b, et elle est spectaculaire. Elle gravite autour d'une étoile similaire à la nôtre à 434 années-lumière de nous, et elle est vraiment énorme. J1407b est 20 fois plus massive que Saturne, et ses anneaux sont 200 fois plus larges. Oui, si nous installions cette géante gazeuse extraordinaire sur la même orbite que la Terre, ces anneaux atteindraient Mercure. Dans son système d'origine, cette super Saturne gravite autour de son étoile à une distance 10 à 15 fois supérieure à celle qui sépare la Terre du Soleil. Dans notre système solaire, cette distance la placerait donc parfaitement entre Saturne et Uranus. Ces anneaux géants domineraient alors le ciel. Ils réfléchiraient tellement la lumière du Soleil que nous pourrions les voir depuis chez nous. Bon, à son nouvel emplacement, il nous faudrait tout de même un télescope pour les admirer correctement. Mais n'oublions pas que cette planète est gigantesque. Elle exercerait une attraction sur Saturne et Uranus, perturbant lentement leurs orbites. Au fil des millions d'années, cette danse gravitationnelle déstabiliserait les lunes, déplacerait les anneaux ou même entraînerait Uranus sur une trajectoire plus elliptique. Les petits corps glacés de la ceinture de Kuiper ne seraient plus en sécurité. La portée gravitationnelle de J1407b agirait comme un balai céleste, balayant des régions entières de débris ou les projetant vers l'intérieur et donc vers vous sur Terre. Oui, attendez-vous à un nombre plus élevé d'impacts d'astéroïdes. Imaginons maintenant que nous voulions explorer cette géante merveilleuse et ses anneaux à l'aide d'une sonde spatiale. Eh bien, cette expérience pourrait s'avérer difficile. Ces anneaux ne sont pas seulement des roches glacées, ce sont des millions de fragments, dont certains sont aussi gros que des montagnes, qui gravitent autour de J1407b à des milliers de kilomètres à l'heure. Un impact direct vaporiserait instantanément un vaisseau spatial. Cette exoplanète pourrait posséder des centaines de lunes, et certaines d'entre elles pourraient être plus grandes que Mercure. Si elle traversait l'orbite de Saturne ou d'Uranus, elle s'écraserait dessus. Elle pourrait même rendre leurs anneaux respectifs plus grands et plus brillants. Et si J1407b venait à frôler Jupiter, même légèrement, les effets pourraient finir par se faire sentir jusque sur Terre. Jupiter est l'encre de notre mécanisme spatial. Alors, dans l'éventualité où J1407b venait à la perturber, ça bouleverserait tout l'équilibre de notre système solaire interne. Au fil de centaines de millions d'années, ces minuscules changements s'accumuleraient. L'orbite de la Terre pourrait vaciller, des astéroïdes s'écraseraient sur nous. Mercure pourrait même être projeté vers le Soleil. Voici ce que vous verriez depuis la Terre si Kepler 22b remplaçait notre Lune. Mais cette vue magnifique s'accompagne de gigantesques inondations à travers la planète. Oui, avoir une planète potentiellement habitable en orbite autour de la Terre changerait beaucoup de choses. Et de manière violente. Mais dans cette vidéo, nous ne nous contentons pas de placer Kepler 22b dans le ciel. Nous allons aussi échanger notre Lune contre certaines des planètes extraterrestres les plus dangereuses. Nous commencerons tranquillement avec une exoplanète potentiellement habitable.
Puis, nous verrons à quoi ressemblerait la vie sur Terre si une planète super chaude, plus grande que Jupiter, semait le chaos dans notre orbite. Et le premier de la liste est Proxima Centauri B. Ne vous inquiétez pas, nous arriverons bientôt à Kepler 22b. Cette planète n'est pas seulement potentiellement habitable, c'est l'exoplanète la plus prometteuse et la plus proche de nous, à seulement 4,2 années-lumière. Bon, 4,2 années-lumière, c'est encore loin. Pour mettre cela en perspective, Voyageur 1 voyage à une vitesse moyenne de 17 km par seconde. À cette vitesse, il faudrait 75 000 ans à Voyageur pour atteindre Proxima Centauri B. Mais c'est bien plus proche que Kepler 22b. Cette exoplanète est à 635 années-lumière. Oui, Voyageur y arriverait en environ 11 millions d'années. Mais je me laisse distraire. Nous reviendrons bientôt à Kepler 22b. Maintenant, concentrons-nous sur Proxima Centauri B. Ce monde a à peu près la même masse et la même taille que la Terre, peut-être légèrement plus grand. Donc, si Proxima Centauri B apparaissait soudainement dans notre ciel, cela serait magnifique et imposant, 4 fois plus grand que la Lune, et environ 85 fois plus destructeur. Vous voyez, la Terre et la Lune sont dans ce système parfaitement synchronisé par marée. La Lune orbite autour de la Terre, provoque des marées, reflète la lumière du Soleil pour éclairer notre ciel nocturne. Proxima Centauri B ne serait pas aussi docile que ça, non. Ce n'est pas une lune interstellaire, c'est une planète entière. Et elle est 85 fois plus massive que notre Lune. Cela signifie qu'elle ne se contenterait pas d'orbiter autour de la Terre. Elle tirerait sur elle avec toute sa masse jusqu'à ce que la Terre et Proxima Centauri B commencent à s'orbiter mutuellement, formant un système de planètes binaires. Et ce système vacillerait autour du Soleil. Pour Proxima Centauri B, ce serait une excellente nouvelle. Dans son propre voisinage planétaire, elle orbite autour d'une petite étoile naine rouge et reçoit seulement 65% de la lumière solaire que la Terre reçoit. Maintenant, déplacer Proxima B dans une zone plus ensoleillée de l'univers la réchaufferait agréablement. D'où elle se trouve actuellement, cette exoplanète pourrait ne pas avoir d'atmosphère, ce qui signifie qu'elle peut être assez froide, avec une température moyenne de moins 30 degrés. Si elle a une atmosphère, elle pourrait déjà être semblable à la Terre et prête à vous accueillir. Nous ne savons tout simplement pas avec certitude quelle est la situation atmosphérique tant que nous n'y serons pas allés. Dans tous les cas, Proxima Centauri B dans la zone habitable de notre système solaire deviendrait un endroit agréable. Avec un peu d'effort de terraformation, elle pourrait bien devenir la jumelle de la Terre. Vous pourriez éventuellement y déménager de manière permanente. Mais pour cela, il faudrait d'abord survivre à tout le chaos qui va se produire sur Terre. Oui, notre nouveau partenaire planétaire lunaire binaire causerait des marées énormes. Je parle de marées 80 fois plus fortes que celles que notre Lune actuelle provoque. Les côtes seraient les plus touchées. À marée haute, des villes comme New York, Mumbai et Carthagène seraient submergées. Et les marées meurtrières ne seraient pas le seul danger. Le sol à l'intérieur des terres se déformerait sous les effets gravitationnels de Proxima Centauri B. Il monterait et descendait de 10 cm, 2 fois par jour. Dans cette danse binaire de deux planètes, la rotation de la Terre ne serait pas aussi rapide qu'elle ne l'est actuellement. La Terre ralentirait beaucoup. Un jour ici pourrait maintenant durer 580 heures. Ce long cycle jour-nuit serait une mauvaise nouvelle pour nos températures globales. Le climat de la Terre changerait et l'humanité devrait s'adapter rapidement à ces changements. Voilà donc, climat imprévisible, jour extrêmement long, super marée. Mais quel spectacle! Maintenant, je vous ai promis Kepler 22b. Je vous donne Kepler 22b.
Kepler-22b doit être l'exoplanète la plus connue qui soit. Je comprends, c'est une excellente exoplanète, sauf quand elle remplace notre Lune. Mais on y reviendra dans un instant. Comme je l'ai dit, Kepler-22b est loin de nous, à 635 années-lumière. Pourtant, c'était le premier monde que nous avons découvert en orbite dans la zone habitable de son étoile semblable au Soleil. Le problème avec Kepler-22b, c'est qu'elle est grande. 2,4 fois plus grande que la Terre. Et les scientifiques estiment qu'elle porte la masse de 9 terres. Donc oui, ça va devenir destructeur. Si ce rocher remplaçait la Lune, il occuperait une grande partie de notre ciel. Il serait vraiment magnifique, on pense. Chez What If, on aime imaginer Kepler-22b comme un monde rocheux où vous pouvez poser le pied et explorer. Mais les scientifiques pensent que ça pourrait être un monde océanique. Et si c'est le cas, il réfléchirait beaucoup de lumière du soleil et brillerait intensément dans le ciel. Dommage que vous ne puissiez pas profiter de cette vue longtemps. Bientôt, vous seriez en train de lutter contre les effets de notre nouvelle planète Lune, qui est des centaines de fois plus lourde que notre Lune habituelle. Tout comme Proxima Centauri b, Kepler-22b refuserait d'être simplement la Lune. Elle forcerait la Terre dans un système de planètes binaires, où les deux planètes orbiteraient l'une autour de l'autre. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les marées. Les marées massives gigantesques, plus grandes que tout ce que vous avez jamais vu. Imaginez les marées de Proxima Centauri b et multipliez-les par beaucoup. Ajoutez une pincée de tremblements de terre et de volcans dévastateurs et vous obtiendrez l'image. La Terre est condamnée. Il est temps de déménager sur Kepler-22b. C'est tellement proche. Mais ne vous précipitez pas pour y atterrir. Kepler-22b semble prometteuse, mais nous n'en savons pas encore assez. Les astronomes ont remarqué que, dans son orbite normale, Kepler-22b a une orbite fortement inclinée et elliptique. En se déplaçant autour de son étoile, parfois plus près et parfois plus loin, elle connaît de grandes variations de température et un climat instable. Et Kepler-22b n'a pas sa propre Lune pour stabiliser son climat. Donc, se déplacer dans notre système solaire, directement dans la zone habitable, pourrait être la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Kepler-22b. Mais il faudrait du temps pour que la planète s'ajuste à une orbite correcte, avec la bonne quantité de lumière solaire, et peut-être même pour qu'elle obtienne un peu de stabilité climatique grâce aux effets gravitationnels de la Terre. Sauf que vous n'auriez pas le temps, parce que si les catastrophes naturelles sans fin ne venaient pas à bout de l'humanité, la collision planétaire massive le ferait. Alors que les deux planètes dansaient dans le système binaire, elles pourraient devenir instables. Les effets de marée des deux mondes pourraient attirer la Terre et Kepler-22b sur une trajectoire de collision extrême. La Terre a déjà subi des collisions avec de plus petites planètes comme Theia par le passé. Mais Kepler-22b est gigantesque. Kepler-22b deviendrait de plus en plus grand dans le ciel, jusqu'à ce qu'enfin, les mondes se percutent. Et la Terre ne survivrait pas à cette danse binaire. Ok, ça, c'était pas bon. Maintenant, essayons de remplacer notre Lune par une planète infernale. 55 Cancri E. Je ne dis pas enfer juste pour dramatiser. 55 Cancri E est terrifiante. Dans son propre système stellaire, cette exoplanète orbite beaucoup trop près de son étoile 55 Cancri A. Et elle orbite vite. Une année ici dure seulement 18 heures terrestres. Parce qu'elle est si proche de l'étoile, sur Cancri, le sol est de la lave. Partout. Oui, les scientifiques pensent que la température sur ce rocher infernal peut atteindre 2700 degrés. Là, c'est vraiment chaud. C'est tellement chaud que si cette planète a une atmosphère, elle est probablement composée de roches vaporisées. Avoir une planète en désordre aussi chaude pour remplacer notre Lune n'est pas quelque chose que vous voudriez voir. Mais voilà, elle serait gigantesque dans le ciel et au début, elle brillerait.
55 Cancri E fait environ 2 fois la taille de la Terre, mais elle a 8 fois la masse de la Terre. Donc, ce rocher est dense. Le truc vraiment cool à propos d'elle, c'est que son intérieur pourrait être composé de diamants. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne quitteriez jamais la Terre pour voyager jusqu'à 55 Cancri E pour extraire tous ces diamants. Et à ce moment-là, vous vous en ficheriez probablement des diamants, car avoir ce rocher immense et enflammé dans notre orbite rendrait votre vie très difficile. Le stress des marées terrifiantes de notre nouveau voisin provoquerait non seulement des marées extrêmes, des centaines de fois plus fortes que celles que nous avons maintenant, mais aussi des tremblements de terre fréquents et des éruptions volcaniques. L'extinction de l'humanité pourrait être causée par la Terre qui tremble de l'intérieur. 55 Cancri E ferait rapidement de la Terre sa lune. Oui, la Terre est plus petite et a beaucoup moins de force gravitationnelle dans cette relation planétaire. Donc, au lieu que Cancri nous orbite, ce serait nous qui orbiterions autour de Cancri. Finalement, la Terre deviendrait aussi synchronisée par marée avec 55 Cancri E, montrant toujours l'un de ses côtés dévasté, tout comme notre Lune le fait maintenant. Pour Cancri, les choses seraient aussi différentes. En quelques mois, elle se refroidirait et sa surface de lave se solidifierait. Bientôt, elle deviendrait un rocher gris-brun dans le ciel, sauf que vous ne seriez plus là pour le voir. Contrairement à Proxima Centauri B, 55 Cancri E n'aurait aucune chance de devenir habitable, même dans la zone habitable de notre Soleil. Mais les choses peuvent devenir bien pires que Cancri. Voici WASP-12b. Cette planète a un drôle d'aspect, comme un œuf spatial gigantesque, brûlant et ardent. WASP-12b n'est pas une planète comme les autres. C'est un géant gazeux de type Jupiter chaud, ce qui signifie 2 choses. Premièrement, vous ne pouvez pas y atterrir car cette immense boule de gaz n'a pas de surface. Et deuxièmement, vous ne voulez pas y atterrir parce qu'il y fait une chaleur écrasante. Cette exoplanète est l'un des mondes les plus extrêmes que nous ayons jamais trouvés. Elle bouillonne à 2300 degrés. Et elle est déformée en forme d'œuf parce qu'elle est si proche de son étoile qu'elle est littéralement dévorée par elle. Si ce géant en flammes apparaissait soudainement dans notre orbite, il serait extrêmement grand. À 80 fois la taille de la Lune, il couvrirait tout le ciel. Et il serait aussi proche. WASP-12b est presque 2 fois plus grande que Jupiter. Son rayon est égal à 1/3 de la distance de la Terre à la Lune. Mais il ne serait pas si brillant. Nous avons demandé aux éditeurs de le rendre plus cinématographique. En réalité, cette planète serait terne, car elle ne réfléchirait pas toute cette lumière du Soleil comme le fait la Lune. Eh bien, cette vue ne durerait pas longtemps. Pour la Terre, les choses vont devenir très mauvaises. WASP-12b a une masse équivalente à des dizaines de milliers de lunes. Elle déchirerait la Terre avec des tsunamis gigantesques. Mais vous auriez des problèmes bien plus graves à gérer. Immédiatement, la Terre deviendrait une lune de WASP-12b. La croûte terrestre se déchirerait sous l'immense traction gravitationnelle de sa planète maîtresse. Des méga tremblements de terre déchireront la surface et causeraient des dégâts inimaginables. L'humanité ne survivrait pas à ce changement. Et même si nous survivions, nous aurions du mal à capter toute cette lumière du Soleil, car WASP-12b provoquerait des éclipses solaires constantes. Donc oui, WASP-12b serait probablement le pire candidat pour remplacer notre Lune. À moins qu'on tente de placer Beta Pictoris b dans l'orbite autour de la Terre. WASP-12b était gigantesque. Maintenant, Beta Pictoris b est gargantuesque. Vous vous souvenez des super-terres ? Eh bien, ce monde est un super Jupiter.
Il est 1,7 fois plus grand, presque 12 fois plus massif, et 100% bien pire que Jupiter. C'est un géant gazeux nouveau-né qui brille encore de la chaleur de sa propre formation. Il est tellement grand que si jamais il remplaçait notre Lune, il remplirait tout le ciel. Ce géant s'étendrait sur 60 fois la taille de la Lune. Il bloquerait les constellations, engloutissant la Voie lactée derrière lui. Vous n'auriez plus de nuit. Vous auriez une sorte de crépuscule faible et étrange. Mais cette vue... Oui, ce ne serait pas quelque chose que vous pourriez apprécier longtemps, parce que Beta Pictoris b a environ 4000 fois la masse de notre Lune. Si cela était mis en orbite lunaire, la Terre se rendrait. Immédiatement, notre planète cesserait d'être une planète et deviendrait la Lune de Beta Pictoris b. C'est là que la destruction commence. Les marées cesseraient d'être des vagues pour devenir des murs, de centaines de mètres de haut. Elles s'écraseraient sur les continents, effaçant les côtes de la carte chaque jour. Le sol ne resterait pas immobile non plus. La croûte terrestre se plierait sous l'attraction gravitationnelle de ce monstre, montant et descendant par kilomètres à la fois. Beta Pictoris b ouvrirait des failles et déclencherait des éruptions volcaniques à l'échelle planétaire. La Terre deviendrait essentiellement Io, la lune volcanique torturée de Jupiter. Mais, en pire, Beta Pictoris b bloquerait si souvent le Soleil que les températures deviendraient folles. Des cendres rempliraient les cieux. La planète entière deviendrait un mélange géologique, secouée, bouillonnante et en feu. Donc, ouais, si jamais vous levez les yeux et voyez Beta Pictoris b remplir le ciel, brillant comme une étoile mourante, eh bien, vous savez, c'est la fin. Maintenant, c'est le pire du pire. Et ce ne serait même pas génial pour Beta Pictoris b non plus. Dans son propre système, Beta Pictoris b orbite loin de sa jeune étoile. Ici, à la distance de la Terre au Soleil, il serait soudainement bombardé par bien plus de lumière solaire qu'il n'en a jamais vu. Son atmosphère chaufferait, et violemment. Des tempêtes de la taille de la Terre éclateraient à travers ses sommets de nuages. Oui, être aussi près du Soleil n'est pas stable pour un géant comme Beta Pictoris b. La gravité de notre étoile commencerait à tirer sur son atmosphère externe. Pas assez pour dépouiller entièrement la planète, mais assez pour couper les couches supérieures de gaz. Finalement, Beta Pictoris b pourrait même commencer à migrer vers le Soleil. La guerre gravitationnelle entre la Terre, le Soleil et ce monstre de planète déstabiliserait tout. Beta Pictoris b pourrait même faire une halte près de Vénus et Mercure sur son chemin vers le Soleil. Ces rochers rejoindraient la Terre dans le club des lunes de Beta Pictoris b. Des marées catastrophiques inondent les villes du monde entier. Des nuits d'une obscurité insondable. Une ère glaciaire plus intense que ce que la Terre a jamais connu. Et un ciel nocturne aux reflets de tungstène. C'est ce qui se passerait si nous échangions notre Lune contre d'autres du système solaire. Spoiler, vous n'auriez aucune chance de survie. Commençons ce spectacle avec une Lune vraiment titanesque. Titan. Vous êtes habitué à notre propre Lune, à sa taille, à l'aspect de sa surface recouverte d'un régolithe lunaire gris. Vous n'avez pas l'habitude de voir ça dans le ciel. Voici Titan. Cette lune de Saturne est un véritable mastodonte. C'est la deuxième plus grande lune de tout le système solaire, plus grande que Mercure, la plus petite planète. Contrairement à Mercure, il y fait extrêmement froid, environ moins 180 degrés. Sa surface est couverte de rivières, de lacs et de mers, tout comme la Terre. Sauf que ces masses de liquide ne sont pas faites d'eau, mais de méthane. Et vous ne devriez pas vous y baigner. Si nous remplaçons notre Lune par Titan, la Terre changerait radicalement. Au lieu de cette lumière blanche et argentée, nos nuits prendraient une teinte de crépuscule orange doré, et notre nouvelle Lune titanique dominerait le ciel.
car elle fait environ 1,5 fois le diamètre de notre Lune actuelle. Mais Titan est très spéciale. Elle a une atmosphère dense, riche en azote, qui s'étend sur près de 600 km dans l'espace. Notre nouvelle Lune apparaîtrait comme un gigantesque orbe flou et orangé. Jusqu'ici, rien de trop inquiétant, sauf si vous n'aimez pas la couleur orange. Ou faire rimer des mots avec orange, mais les choses sont sur le point de devenir terribles pour vous. Titan est 80% plus massif que notre Lune. Sa gravité exercerait donc une attraction plus forte sur les océans de notre planète. Et cela pourrait être vraiment problématique. Les marées hautes seraient plus extrêmes, et inversement pour les marées basses. Nous pourrions faire face aux marées très basses, mais les marées hautes pourraient inonder nos villes côtières 2 fois par jour, tous les jours. Il y aurait davantage d'érosion et de turbulences sur toutes les côtes. J'espère que vous ne possédez pas de maison en bord de mer, car désormais, elle serait détruite. Titan subirait également des transformations. Après s'être déplacée de l'orbite de Saturne à la nôtre, cette lune recevrait beaucoup plus d'énergie solaire et commencerait à chauffer. Ce serait game over pour tout le méthane à sa surface. Les lacs de méthane sur Titan s'évaporeraient, la croûte de glace fondrait, révélant petit à petit l'océan souterrain aqueux qui se trouve en dessous. Ça serait fascinant. S'il y avait de la vie sous la surface de glace de l'océan, nous pourrions atterrir à la surface de Titan et explorer, même si cet océan pourrait faire des centaines de kilomètres de profondeur. Il y aurait donc beaucoup à explorer, mais également plus de chances de découvrir quelque chose. La mauvaise nouvelle, c'est que Titan a une faible gravité. Cette lune ne pourrait donc pas retenir tout ce liquide et cette atmosphère indéfiniment. Pendant des millions d'années, son gaz et son eau s'échapperaient dans l'espace, l'asséchant petit à petit. Cette lune deviendrait tout aussi triste et sans vie que notre propre lune. Dites au revoir à ce globe de méthane brumeux dans le ciel. Si vous pensiez que Titan était grande, la prochaine lune est gargantuesque. La seule lune du système solaire plus grande que Titan est Ganymède de Jupiter. C'est aussi la seule qui possède son propre champ magnétique. Elle fait environ 1,5 fois la taille de notre Lune. Donc la nuit, elle aurait à peu près la même taille que Titan. Mais au lieu d'un crépuscule orangé, Ganymède brillerait d'une lumière intense. Ganymède est recouverte de glace et cette surface réfléchit beaucoup plus la lumière solaire que notre propre Lune. Sur Terre, ce rocher semblerait beaucoup plus brillant. Ce serait un véritable cauchemar pour les astronomes, car ils ne pourraient plus voir aussi loin dans l'espace à cause de cette nouvelle lune dans le ciel. Et vous devrez probablement investir dans de meilleurs rideaux. Eh bien, jusqu'ici, rien de trop dramatique. Mais restez avec moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ganymède est environ 2 fois plus massif que notre Lune, et sa gravité plus intense déclencherait des méga-marées à l'échelle mondiale. Comme avec Titan, nos côtes seraient inondées 2 fois par jour. L'érosion serait dévastatrice et les vagues et les tempêtes seraient destructrices. La présence de Ganymède ferait trembler la Terre, littéralement. Son effet de marée sur la croûte terrestre pourrait déclencher des tremblements de terre et provoquer des éruptions volcaniques dans le monde entier. Le seul avantage, si vous êtes là pour le voir, c'est que Ganymède stabiliserait un peu notre planète. Plus précisément, cette lune stabiliserait l'inclinaison axiale de la Terre. Il n'y aurait donc plus d'air glaciaire et le climat serait stable pour toujours. Ganymède commencerait elle aussi à se réchauffer. Vous pourriez penser qu'il fait froid sur une lune. Mais en plein soleil, elle peut atteindre une température autour des 125 degrés. Oui, une lune peut devenir chaude. Mais Jupiter et Ganymède reçoivent environ 1/30 de la lumière solaire comparée à notre lune. Et il fait généralement moins 112 degrés sur Ganymède. Et ça, c'est pendant ses jours les plus chauds. Il y fait froid depuis des milliards d'années. Au fur et à mesure que Ganymède se réchaufferait, son immense croûte de glace de 150 km d'épaisseur commencerait à sublimer, puis à fondre. Ce monde gelé ne serait plus aussi glacé et aurait désormais des océans et des nuages d'eau.
Sous cette croûte se trouve un océan d'eau salée extrêmement profond. Les scientifiques pensent qu'il fait 100 km de profondeur. À l'avenir, vous irez en vacances à Ganymède plutôt qu'à Cancun. Ganymède possède son propre champ magnétique et a aussi des aurores. Imaginez que vous alliez observer nos propres aurores boréales et là, en arrière-plan, il y aurait aussi celle de Ganymède. Assez stylé. Ganymède pourrait anéantir tout ce que vous connaissez sur Terre, mais elle deviendrait aussi une lune plutôt accueillante. Si vous survivez à toutes ces catastrophes terrestres, eh bien, vous pourriez aller y vivre. Maintenant, direction un tout autre enfer, Io. Io is Io the est la third largest troisième moon plus of grande lune Jupiter, de famous Jupiter, for its connue pour hundreds ses of centaines de volcans volcanoes crachant de la blasting lave molten sulfureuse sulfur en lava fusion à des hundreds centaines of de kilometers into kilomètres dans space. l'espace. Io est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire, car il est soumis à une poussée et à une traction gravitationnelle titanesque entre Jupiter et ses lunes Europe et Ganymède. Les forces de marée provoquent une distorsion physique extrême et créent une chaleur intense. Et cette chaleur s'échappe à la surface sous forme d'éruptions en continu. Des volcans et des lacs de lave en fusion recouvrent sa surface, ce qui donnerait lieu à un spectacle assez époustouflant lorsqu'elle aura pris la place de notre Lune, qui est plutôt statique en comparaison. Notre Lune n'a plus de volcans depuis des millions d'années. Io serait spectaculaire à regarder depuis la Terre. La nuit, elle brillerait 5 fois plus que notre ancienne Lune, avec une lueur orange dorée. Avec un simple télescope, vous pourriez voir les volcans d'Io en éruption. Mais aussi infernal qu'Io puisse paraître, ce ne serait pas un si mauvais compagnon pour la Terre. Elle a une taille et une masse comparables à celle de notre Lune. Vous pourriez voir une légère augmentation des marées, mais rien de dramatique. Et sans Jupiter, avec Europe et Ganymède se livrant sans cesse à une bataille gravitationnelle avec Io, la nouvelle Lune cesserait immédiatement d'être déchirée par la tension à 3 corps qui la chauffait sans pitié, causant tous ces volcans. Io se refroidirait, les volcans s'éteindraient, et notre nouvelle Lune finirait par devenir froide et calme. Un peu comme notre ancienne Lune. Alors, que se passerait-il si nous remplacions notre Lune par une autre lune célèbre de Jupiter? C'est au tour d'Europe. C'est l'une des lunes les plus célèbres de l'histoire. Depuis que Voyageur a survolé Jupiter et Europe en 1979, les scientifiques ont été intrigués par sa croûte glacée et la possibilité d'un océan en dessous, et donc potentiellement de la vie. Mais Europe nous réserve encore quelques surprises. Dans les années 1990, la sonde spatiale Galileo de la NASA a détecté quelque chose d'étrange alors qu'elle étudiait le champ magnétique de Jupiter. Juste à l'endroit où orbite Europe, le champ semblait étrangement déformé. Europe ne possède pas de champ magnétique propre. Alors, d'où venait cette perturbation? Les scientifiques pensent que la réponse se trouve sous sa croûte gelée. Europe pourrait avoir un vaste océan souterrain d'eau salée, et lorsque le champ magnétique de Jupiter la traverse, il suscite des courants électriques dans cet océan, créant un effet magnétique temporaire, celui que Galileo a détecté. Cet océan sur Europe pourrait avoir une profondeur de 60 à 150 km, ce qui est très profond pour une lune. À titre de comparaison, la fosse la plus profonde de l'océan de la Terre n'est que de 11 km. Donc oui, échanger notre Lune avec Europe vous affecterait sur Terre. D'une part, sa croûte glacée réfléchirait plus de 5 fois la lumière de notre Lune actuelle. Et Europe est aussi plus légère, donc nos marées seraient plus faibles. Pendant des millions d'années, Europe rendrait l'inclinaison axiale de la Terre un peu plus instable et provoquerait de grandes fluctuations climatiques. Mais avant que Europe n'ait le temps de perturber notre planète, il y aurait un spectacle à admirer. Plus besoin d'envoyer une sonde à 3 milliards de kilomètres pour étudier cette lune. À seulement 365 000 km de la Terre, Europe serait à 3 jours de voyage.
La NASA prévoit de ramener des humains sur la Lune d'ici 2027. Et cela signifie que nous pourrions avoir des gens qui marchent sur Europe dans quelques années à peine, pour étudier sa surface, rechercher de la vie. Ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, avec le temps, l'océan souterrain d'Europe commencerait à geler. Jupiter ne serait pas là pour exercer le même type de compression des marées qu'elle a fait pendant des milliards d'années. Et à mesure que sa surface se réchaufferait, sa glace fondrait ou sublimerait. Au fil du temps, Europe passerait d'un monde océanique mystérieux à une lune gelée et tranquille. Mais avant cela, peut-être aurions-nous le temps de découvrir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Affaire à suivre. Passons maintenant à une autre lune, une qui ne respecte aucune règle. Triton. Triton est une lune étrange. C'est la plus grande lune de Neptune, et c'est la seule lune de grande taille de notre système solaire à orbiter dans le sens contraire de la rotation de sa planète. Les scientifiques appellent ça une orbite rétrograde. Imaginez que nous remplacions non seulement notre lune, mais aussi la direction qu'elle prend. Notre nouvelle lune, Triton, irait donc à contresens. Triton est une autre de ces lunes glacées très réfléchissantes qui illuminerait le ciel. Mais elle est bien moins massive que notre lune actuelle. Les marées terrestres s'affaibliraient donc considérablement. Au lieu que notre lune soit le principal moteur de nos marées 2 fois par jour, le soleil prendrait ce rôle. Et ce dernier n'exerce qu'environ la moitié de la force de marée de la lune. Pendant des millions d'années, en l'absence d'une encre lunaire solide, l'inclinaison axiale de la Terre se déplacerait davantage, entraînant des changements climatiques imprévisibles et des périodes glaciaires plus extrêmes. Mais à son arrivée, Triton offrirait un véritable spectacle, lumineuse, rétrograde et avec des volcans de glace. À part la Terre et Io, Triton est l'un des endroits les plus actifs du système solaire. Sauf qu'il ne crache pas de la roche en fusion, mais du cryomagma évacué. Ce sont donc des cryovolcans, autrement dit, il émet de la glace jusqu'à 8 km dans son atmosphère. Nous serions donc aux premières loges tous les soirs pour regarder notre nouvelle lune envoyer du cryomagma dans l'espace. Près de Neptune, il fait si froid que la glace de cette lune lointaine est faite d'azote, d'eau et de méthane gelé. La surface de Triton fait partie des endroits les plus froids du système solaire, atteignant une température glaciale de moins 235 degrés. Étant désormais beaucoup plus proche du Soleil, sa surface commencerait rapidement à se réchauffer. Tout cet azote gelé se vaporiserait, ce qui pourrait créer une atmosphère épaisse et brumeuse, peut-être même une queue de comète. Au fil des siècles, Triton perdrait petit à petit sa croûte glacée. Et s'il avait un océan en dessous, il commencerait également à s'évaporer, jusqu'à ne laisser qu'un reste sec et désertique. Rien à voir avec son passé glacé. Mais à ses débuts, Triton illuminerait la nuit et offrirait un sacré spectacle. Contrairement à nos prochaines lunes, Phobos et Deimos. Jusqu'à présent, nous avons remplacé notre lune actuelle par des lunes géantes ou de taille moyenne. Mais notre voisin d'à côté, Mars, arbore une paire de satellites minuscules. Phobos et Deimos sont officiellement des lunes, mais elles pourraient n'être que des astéroïdes que Mars a attrapés en orbite autour d'elle. Phobos, la plus grande des deux, ne mesure que 27 km à son point le plus large. Deimos est encore plus petite et n'en fait que 15. Je dis large parce que nous ne pouvons même pas obtenir un diamètre normal. Ces lunes sont complètement irrégulières. Elles sont également plus de 100 fois plus petites que notre lune actuelle et couvertes de cratères, de poussière et de roches de couleur anthracite. Donc si nous échangions notre lune actuelle contre les lunes minuscules de Mars, vous ne verriez presque rien dans le ciel nocturne. Nos nouvelles lunes ressembleraient essentiellement à des étoiles brillantes ou à des satellites filant dans le ciel. Vous ne pourriez même pas les distinguer parmi les constellations. La nuit serait d'un noir absolu. Le clair de lune, tel que vous le connaissez, disparaîtrait. Ce qui ferait des ravages sur les espèces nocturnes du monde entier.
En revanche, les astronomes, eux, seraient ravis. Mais pour tous les autres, échanger notre Lune contre Phobos et Deimos serait une catastrophe. Avec à peine une fraction de la masse de notre Lune, les marées seraient presque entièrement dictées par le Soleil. À mesure que les marées s'effondreraient, la vie marine serait tellement affectée que l'on assisterait à l'effondrement des écosystèmes côtiers. Cela changerait la régulation du vent, des marées et de la chaleur mondiale. Et pire encore, pendant des millions d'années, la Terre commencerait à vaciller sauvagement. Il y aurait donc des saisons imprévisibles, des périodes glaciaires et des sécheresses. Imaginez que le pôle Nord se retrouve à l'équateur pendant 50 000 ans. Et le pire, cela pourrait conduire à la fin de la vie sur Terre telle que vous la connaissez, ou du moins à un événement d'extinction. Phobos tombe lentement sur Mars, se rapprochant d'environ 2 mètres tous les 100 ans. Dans environ 50 millions d'années, cette lune va soit se briser en une très petite version de l'anneau de Saturne autour de la planète rouge, ou s'écraser directement sur la planète rouge. Donc, si Phobos est notre nouvelle lune, vous assisteriez à un astéroïde lunaire de 27 km de large nous foncer dessus au ralenti. L'impact pourrait être 2 fois plus gros que l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Alors oui, le final serait explosif. Je dois dire que je préfère notre lune actuelle à ces gars-là. Et maintenant, la dernière lune de cette liste, Encelade. Encelade est une boule glacée qui tourne autour des anneaux lointains de Saturne. Mais quelque chose mijote sous sa surface gelée. Cette lune ne fait pas que suivre le mouvement des anneaux, mais contribue activement à la création de l'anneau E externe de Saturne. En effet, Encelade pulvérise des particules d'eau glacée et de gaz dans l'espace. Qu'est-ce que cela signifie pour vous une fois que nous échangeons notre Lune contre celle de Saturne? Encelade est recouverte de particules de glace fraîche et de neige, ce qui en fait la surface la plus blanche et la plus réfléchissante du système solaire. Donc, même si elle est relativement petite par rapport à notre Lune, elle brillerait encore puissamment dans le ciel nocturne. Les nuits seraient plus sombres, mais pas aussi sombres qu'avec les lunes miniatures de Mars. Comme avec toutes les lunes plus petites que nous observons, le problème avec Encelade est que sa masse est trop petite pour créer les mêmes forces de marée que celles auxquelles nous sommes habitués sur Terre. Perdre notre Lune et la remplacer par Encelade recréerait essentiellement le désastre de Phobos et Deimos. Des baisses spectaculaires des marées, des catastrophes côtières et une incertitude climatique extrême. L'axe de la Terre finirait également par s'incliner. Au moins vous pourriez encore voir la Lune, mais il ne faudrait pas longtemps avant que toute cette glace ne commence à se sublimer, voire à fondre. La croûte de glace d'Encelade n'est pas aussi épaisse que celle de certaines des plus grandes lunes, comme Europe. Vous pourriez bientôt apercevoir les océans d'eau sur notre nouvelle lune. Cela signifie que nous avons une autre chance de découvrir si la vie existe ailleurs dans le système solaire, ce qui est plutôt cool. Si notre soleil se transformait soudainement en magnétar, nous serions tous grillés, et très rapidement. Les magnétars font environ 1,5 fois la masse du soleil dans un espace incroyablement petit. Ce sont des restes minuscules et ultra denses d'anciennes étoiles devenues des supernovas. Et ils ont un champ magnétique incroyablement puissant. Et oui, cette petite étoile tuerait tout sur Terre. Vous comprenez. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment la vie changerait ou se terminerait si nous remplacions notre étoile par certains des objets les plus extrêmes de l'univers. Et, étonnamment, certains d'entre eux pourraient être mieux que le Soleil. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petite question. Par quoi voudriez-vous remplacer le Soleil? Donnez-nous votre réponse en commentaire. Allez, testons toutes les possibilités en commençant par une géante rouge. La mauvaise nouvelle, c'est que le Soleil finira réellement par se transformer en ce genre d'étoile rouge et chaude qui explose, et par engloutir Mercure, Vénus et même la Terre.
La bonne nouvelle, c'est qu'il lui faudra environ 5 milliards d'années pour arriver à ce stade. Notre Soleil est ce que les scientifiques appellent une naine jaune de type G, une étoile de la séquence principale, qui fonctionne en fusionnant de l'hydrogène en hélium. Mais son compteur tourne. Le Soleil s'est formé il y a 4,6 milliards d'années, et une étoile comme celle-ci a seulement une espérance de vie d'environ 10 milliards d'années. Seulement, quand son temps viendra, le Soleil s'éteindra en beauté. Mais nous ne serons plus là dans 5 milliards d'années pour assister à la mort du Soleil. Alors, que diriez-vous d'accélérer les choses et de remplacer notre étoile par la géante rouge, là, maintenant? Vous seriez mort sur le champ. Comme mentionné plus tôt, cette géante rouge avalerait la Terre entière. Vous n'auriez même pas la chance d'admirer le spectacle. Mercure, Vénus et la Terre seraient anéantis immédiatement. Et même pas à cause de la chaleur de cette géante rouge. La surface du Soleil brûle à 5772 Kelvin, soit environ 5500 degrés Celsius. Les géantes rouges sont plus froides, principalement parce qu'à ce stade de la vie d'une étoile, elles ont brûlé tout leur hydrogène. La température de surface de cette étoile serait d'environ 3000 Kelvin, seulement 2700 degrés Celsius. Mais les géantes rouges ont obtenu leur nom pour une bonne raison. Une raison géante, devrais-je dire. Oui, cette boule d'hélium serait 200 fois plus grande que le Soleil. Sa luminosité serait entre 1000 et 5000 fois supérieure à celle du Soleil. Et même si vous pouviez la regarder, vous perdriez la vue en quelques secondes. Au début, tout deviendrait très lumineux et orange. Le ciel aurait l'air d'être en feu. Vous seriez frappé par une vague de chaleur extrêmement intense et les températures sur Terre grimperaient de plusieurs centaines de degrés. Puis, les océans finiraient par bouillir et disparaître. En quelques minutes, la Terre elle-même serait entraînée dans l'atmosphère externe de la géante rouge. La croûte de notre planète fondrait et toute vie brûlerait. La géante rouge atteindrait l'orbite de la Terre, nous aveuglerait, nous grillerait sur place. Ce serait la fin de notre planète, pour toujours. Même Mars recevrait une violente bouffée de chaleur. Ses calottes glaciaires de dioxyde de carbone et son pergélisol se vaporiseraient aussitôt, créant une fine atmosphère de gaz et de vapeur. Cela semble être une excellente nouvelle pour Mars, mais pas vraiment. Les vents solaires et un rayonnement intense de la géante rouge en expansion élimineraient cette fine atmosphère en un rien de temps. La surface de Mars serait plus chaude que le point de fusion du plomb. Tout le sable et la roche de sa surface fondraient en une tache vitreuse. Pendant un petit moment, la planète brillerait comme de la braise, mais finirait par se refroidir en roche morte. D'autres planètes plus éloignées seraient également touchées. Comme la géante rouge perdrait progressivement sa masse, son emprise gravitationnelle sur Jupiter, Saturne et les autres planètes survivantes s'affaiblirait. Toutes les planètes qui n'étaient pas brûlées à l'état pur s'éloigneraient lentement dans l'espace. Bon, c'est une fin assez violente pour la Terre. Sur l'échelle de mort spectaculaire, je donne un 9 sur 10. J'enlève un point car on ne pourrait même pas profiter du spectacle. Même pas une seconde. Passons maintenant à une option plus tranquille pour la Terre et remplaçons le Soleil par une naine rouge. Les naines rouges sont différentes des géantes rouges. Ce sont les types d'étoiles les plus courants dans l'univers. La plupart des exoplanètes que nous trouvons dans l'espace sont en orbite autour de ce genre d'étoiles. En revanche, le Soleil ne deviendra jamais une naine rouge, même pas dans des milliards d'années. Mais si c'était possible, eh bien, ce ne serait pas forcément la pire chose. D'abord, le Soleil deviendrait vraiment petit et sombre. Les naines rouges sont beaucoup plus froides que notre Soleil actuel. Leur température moyenne à la surface est d'environ 3300 Kelvin, soit 3000 degrés. Remplacer notre Soleil par ce type d'étoile donnerait au ciel de la Terre un aspect sombre et légèrement coloré, comme au crépuscule profond ou à l'aube, mais même à midi, avec un petit point rouge orangé dans le ciel. Il ferait si sombre que nous pourrions regarder directement la naine rouge pendant un bref instant, sans risque de lésion oculaire. Mais comme ce nouveau Soleil serait si faible, les températures sur Terre commenceraient à baisser. Et pas qu'un peu.
En une semaine, les températures à la surface de la planète tomberaient sous les moins 18 degrés. Au bout d'un an, la Terre atteindrait les moins 73 degrés. L'effet de ce refroidissement prendrait du temps, mais tout finirait par geler. Le seul endroit où l'eau resterait liquide serait dans les profondeurs des océans. Au début, il y aurait des tempêtes intenses et de fortes chutes de neige. Le cycle de l'eau finirait par s'interrompre et il n'y aurait plus de pluie, de neige et de vent. Il n'y aurait plus assez d'énergie solaire pour que les plantes puissent réaliser la photosynthèse. Les plantes seraient les premières à mourir. Et peu de temps après, toute la chaîne alimentaire s'effondrerait. Dans ce climat, seuls les microbes les plus résistants auraient une chance de survivre. Certains micro-organismes situés dans les profondeurs de la croûte terrestre ou autour des cheminées hydrothermales dans l'océan pourraient vivre indéfiniment. Mais sur la surface gelée, toutes les formes de vie seraient anéanties. Au fil du temps, le froid deviendrait plus intense et même les bactéries proches de la surface deviendraient dormantes ou mourraient. La Terre deviendrait une roche stérile et glacée. Au moins, vous ne mourriez pas sur le champ. Vous auriez peut-être la chance de fuir la planète et de vous réfugier dans un endroit plus clément. À moins que la Terre elle-même ne s'échappe de son orbite. Là est le problème avec les naines rouges. Elles sont beaucoup moins massives que le Soleil. Leur attraction gravitationnelle dans le système solaire ne serait donc pas assez forte pour maintenir toutes les planètes en place. La Terre pourrait se détacher et devenir une planète voyageuse et se retrouver dans l'espace lointain. Elle plongerait rapidement dans une obscurité glaciale et hostile à toute forme de vie. Et cela se produirait rapidement. La gravité se déplace à la vitesse de la lumière. Une fois le Soleil transformé en naine rouge, la Terre commencerait à ressentir les effets après seulement 8 minutes. Notre planète ne partirait pas immédiatement dans l'espace lointain, mais commencerait à progressivement s'éloigner, et nous finirons par quitter le système solaire. Au moins, vous auriez encore un peu de temps avant votre mort imminente. Alors, une naine rouge qui remplace le Soleil, je donne un 4 sur 10. Bon, passons à quelque chose plus rare dans l'univers, et transformons notre Soleil en une étoile bleue. On pourrait croire que les étoiles bleues sont froides, mais elles sont en fait extrêmement chaudes. De type O ou B, ce sont les étoiles les plus chaudes et massives de l'univers. On ne les voit que très rarement. Les étoiles bleues de type O ne représentent qu'environ 0,00003% des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Et notre Soleil ne pourrait jamais accumuler assez de masse pour en devenir une. Mais imaginons ce scénario quand même, car ce serait intéressant. Sur Terre, la lumière aurait un éclat bleu-blanc intense, presque austère. Le ciel prendrait une teinte bleue plus profonde, voire violette. Cette étoile bleue serait beaucoup plus brillante que le Soleil. Ne la regardez pas à l'œil nu, cette lumière bleuâtre serait aveuglante. Oh, et petit détail, elle nous inonderait d'extrêmes radiations. Les étoiles bleues sont monstrueuses. L'étoile supergéante bleue Rigel émet 60 000 fois plus d'énergie que notre Soleil. Et certaines, comme Eta Carinae, émettent 1 million de fois l'énergie du Soleil. Même si notre nouveau Soleil était une étoile bleue moins intense, la Terre recevrait soudainement des centaines, voire des milliers de fois plus de radiation. Si vous étiez exposé à ce Soleil bleu pendant quelques secondes seulement, vous attraperiez un coup de soleil instantané à cause de tous les rayons UV. Et très vite, la planète commencerait à se réchauffer. Au lieu d'une température moyenne mondiale de 15 degrés, vous auriez affaire à des températures de plusieurs centaines, voire des milliers de degrés. En quelques jours ou semaines, la Terre se réchaufferait au point que les roches et les métaux commenceraient à fondre. Les océans s'évaporeraient et toute la vie brûlerait. Ce serait la fin de la Terre. La bonne nouvelle, c'est que si cette étoile bleue avait la même masse que le Soleil, il n'y aurait pas de répercussions dans notre système solaire. Mars deviendrait-elle un peu plus habitable ? Bah, non, mais elle deviendrait moins mortelle que la Terre pendant une courte période.
Il ferait plus chaud sur la planète rouge, mais les radiations intenses de l'étoile bleue sur Mars rendraient tout simplement sa colonisation impossible. Pour l'étoile bleue, je donne un 5 sur 10. Mortel, mais pas aussi spectaculaire qu'une géante rouge. Vous savez, Chase meurt d'envie de visiter une étoile pour sa prochaine mission. Mais on ne sait pas encore laquelle choisir. Alors, à votre avis, vers quelle étoile devrait-on l'envoyer? Dites-le nous dans les commentaires. Passons maintenant à la vitesse supérieure et transformons notre Soleil en une étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons sont dingues. Elles naissent d'une explosion massive appelée supernova, l'un des événements les plus violents et énergétiques de l'univers. L'explosion dure à peine une seconde, mais dans ce laps de temps, une étoile libère 99% de son énergie. Cet événement peut briller plus fort qu'une galaxie entière pendant des semaines. Bien sûr, il n'y a aucune chance que vous surviviez à ce genre d'explosion. Et de toute façon, notre Soleil est beaucoup trop petit pour éclater en supernova. Nous allons donc sauter l'explosion initiale et gentiment remplacer notre Soleil par une étoile à neutrons. Et voilà, dans les 8 minutes après la disparition du Soleil, le ciel s'assombrirait jusqu'à devenir noir et des étoiles feraient leur apparition, même en plein jour. Vous ne verriez pas la Lune ou les planètes parce que vous ne pouvez les voir que par la lumière du Soleil réfléchie. Vous ne verriez même pas l'étoile à neutrons dans le ciel. Elle serait pratiquement invisible à l'œil nu. Désormais, c'est la nuit éternelle sur Terre. Vous connaissez probablement la suite. Sans la lumière du Soleil, il n'y aurait pas de photosynthèse. Et pas de plantes signifie pas de vie. La Terre deviendrait peu à peu un rocher gelé. Mais elle serait baignée dans un autre type d'énergie solaire. Les étoiles à neutrons ont une énergie incroyable, surtout si ce sont des pulsars. Si cette étoile à neutrons avait un noyau en rotation, cela rendrait son champ magnétique plus fort, la transformant en une étoile à neutrons magnétisée tournant sur elle-même. Autrement dit, un pulsar. Vous auriez désormais affaire à des explosions régulières de rayonnement énergétique intense. Depuis la Terre, ces sursauts apparaîtraient comme une aurore boréale dans le ciel. Avec le temps, les effets de ces radiations deviendraient plus extrêmes et provoqueraient des perturbations électroniques, des brûlures cutanées et le mal des rayons. La vie à la surface serait à la fois gelée à cause du manque de chaleur solaire et irradiée par l'énergie puissante de l'étoile à neutrons. La Terre gèlerait et brûlerait en même temps. Mais, vu au loin, les choses resteraient presque identiques. L'étoile à neutrons aurait à peu près la même masse que le Soleil et ne perturberait donc pas l'équilibre orbital délicat du système solaire. Les étoiles à neutrons sont beaucoup trop radioactives et un peu trop dingues à mon goût. Je n'aimerais pas vivre près de l'une d'elles, alors je lui donne un 7 sur 10 sur l'échelle de destruction. Remplaçons maintenant le Soleil par un magnétar. Les magnétars sont intenses, voire plus que les étoiles à neutrons. Et techniquement, les magnétars sont des étoiles à neutrons, avec un peu plus de magnétisme en plus. Comme les étoiles à neutrons, les magnétars sont petits, environ 20 km de diamètre. Mais leurs champs magnétiques sont des milliards de fois plus puissants que ceux de la Terre. Si vous vous attendiez à un spectacle incroyable, eh bien, point d'excuses. Si le Soleil se transformait soudainement en magnétar, vous ne verriez tout simplement rien dans le ciel. Les magnétars émettent la majeure partie de leur énergie dans les rayons X et gamma, et non dans une lumière visible à l'œil humain. Encore une fois, tout comme avec l'étoile à neutrons, ce serait nuit noire, sans même la Lune. Et voici un autre détail fascinant à propos des magnétars. Ils brûlent. Enfin, c'est le cas pour toutes les étoiles, mais la température de surface d'un magnétar est de plusieurs millions de degrés. Pourtant, sur Terre, vous ne ressentiriez presque aucune chaleur. Encore une fois, ils rayonnent leur énergie sous forme de rayons X et gamma, et non sous forme de lumière visible ou infrarouge qui réchaufferait la surface de la Terre. En plus, la surface d'un magnétar est vraiment minuscule. Tout comme dans le cas d'une étoile à neutrons, la Terre serait frappée par des radiations mortelles et gênerait en raison d'un manque de lumière réchauffante. Mais contrairement à l'étoile à neutrons, un magnétar ferait instantanément griller nos satellites et nos réseaux électriques. Ces radiations sont beaucoup plus mortelles.
et cela perturberait complètement le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique intense d'un magnétar et les éruptions de rayons gamma comprimeraient violemment la magnétosphère de la Terre. Et c'est mieux si la Terre en possède une stable, car c'est ce qui maintient l'atmosphère en place et nous protège, vous et moi, des radiations spatiales. Non seulement la Terre deviendrait à la fois aveugle et sourde sur le plan technologique, mais elle serait également inondée d'une telle quantité de radiation que vous pourriez vous transformer en Hulk. Pas celui-là, celui qui devient tout vert. Bon, ça ne fonctionne que dans l'univers Marvel. Mais au moins, vous auriez droit à une vue magnifique. Il y aurait des aurores incroyables dans le ciel. J'avais vraiment hâte d'avoir un magnétar. Spectaculaire. 8 sur 10. Passons maintenant à l'objet le plus terrifiant et affamé de l'univers. Le trou noir. Souvenez-vous quand j'ai dit que certains de ces objets extrêmes pourraient être plus cléments que le Soleil pour la Terre? Eh bien, oubliez ce que j'ai dit. Rien n'est mieux que notre Soleil. Un trou noir serait la pire des catastrophes. Pour limiter la casse, imaginons que ce nouveau trou noir au centre du système solaire est exactement la même masse que notre Soleil. Parce qu'un trou noir supermassif, oui, celui-là, vous avalerait et ne vous recracherait pas. Mais un trou noir de la masse du Soleil ne changerait même pas l'orbite de la Terre. Cette vue magnifique de la Terre... Attendez, non, ce n'est pas possible. Si notre Soleil se transformait en trou noir, vous ne verriez plus de disques de feu dans le ciel. Il n'y aurait juste rien en fait. Un trou noir de la même masse que notre Soleil ne ferait qu'environ 6 km de large. Décevant, je sais. Si vous preniez un télescope, vous verriez que l'espace où se trouvait le Soleil n'est pas complètement vide. Les trous noirs courbent la lumière autour d'eux, et sans l'éclat aveuglant du Soleil, vous commenceriez à remarquer que les étoiles en arrière-plan sont étirées en arc. Cet effet s'appelle la lentille gravitationnelle, et c'est la seule façon d'apercevoir un trou noir. Si une étoile lointaine s'alignait juste derrière le trou noir, vous verriez ce qu'on appelle un anneau d'Einstein, un cercle parfait de lumière stellaire s'enroulant autour du nombre noir. Mais encore une fois, il faudrait un télescope pour le voir. En ce qui concerne la vie sur Terre, vous et tout autour de vous mourriez bientôt de froid. Peut-être pas du jour au lendemain, car la Terre aurait encore un peu de chaleur interne. Mais après quelques années, presque tout ce qui se trouve à la surface, ou proche, serait gelé. Après des millions d'années, la température d'équilibre de la Terre atteindrait les moins 240 degrés. Un gel total. Rien ne survivrait. Le côté positif, c'est qu'au moins vous n'avez pas été aspiré dans un trou noir. Je donne donc un 6 sur 10. Les trous noirs sont dangereux et très étranges. Même une nanoseconde dans un trou noir vous étirerait dans un état de spaghetti humain. Le plus proche se trouve à seulement 1500 années-lumière, et je ne conseille à personne d'y faire un saut. Si vous le faisiez, ce serait un cauchemar cosmique, ou un voyage dans un univers parallèle. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si